Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons voir ce qui se passe pour un atome qui est plongé dans un champ électromagnétique, plus exactement lorsqu'une onde électromagnétique passe au niveau de l'atome. Alors l'approche est assez complexe, elle nécessite des calculs qui sont quand même assez lourds, et donc nous verrons comme d'habitude que les grandes lignes, les points principaux et les résultats. Donc on considère un électron qui est dans un atome avec un potentiel V, comme d'habitude, le potentiel qui décrit le potentiel dans lequel est plongé cet électron dans l'atome, et une onde électromagnétique qui est décrite par les potentiels A et phi, potentiel vecteur, potentiel scalaire, qui décrivent les champs électromagnétiques. Alors, on trouve l'équation de Schrödinger simplement en considérant l'électron plongé dans un tel champ électromagnétique et le potentiel qui est associé à l'électron dans ce champ électromagnétique. Donc, on obtient une équation de Schrödinger tout à fait classique. IH bar, variation avec le temps de la fonction d'onde, psi, est égal à moins h bar carré sur 2m fois la variation carré avec la position, plus le potentiel V, plus, et alors la fonction de psi, plus des termes qui dépendent de A et de phi, qui ont une structure assez complexe que je ne vais pas détailler ici. Alors, on considère une onde électromagnétique dans le vide, décrite par les équations de Maxwell. Donc on considère une onde électromagnétique classique. Et on n'essaie pas ici de la quantifier. Et on choisit une jauge pour les potentiels, telle que la variation avec la position de A est égale à 0 et où phi est égal à 0. Ce qui simplifie considérablement les équations. Et on trouve une solution en onde plane qui est décrite par A égale, puisque phi égale 0, on a juste besoin de A. A est égal à 2 fois A0, qui est un vecteur réel qui décrit la polarisation de l'onde perpendiculaire à sa direction de propagation, fois une fonction sinusoïdale, cosinus, KR, où K est le nombre d'ondes, moins oméga T, oméga la fréquence de l'onde, plus une certaine phase alpha. C'est donc une onde plane la plus générale possible. On remplace dans l'équation de Schrödinger et on va considérer que les termes ici sont petits, ce qui est en général le cas, c'est-à-dire un champ électromagnétique d'intensité raisonnable, on va dire. Donc on peut traiter ça comme une perturbation. Et en traitant comme par la théorie de perturbation, on va prendre comme hamiltonien principal ceci, c'est-à-dire la partie habituelle de la fonction de l'équation de Schrödinger qui décrit l'atome, ce qui permet d'utiliser les solutions que l'on obtient pour un atome, et une perturbation qui s'écrit, donc après les différentes simplifications, et en négligeant également les termes les plus petits, on obtient I fois E fois H bar, E la charge électrique bien sûr, divisé par MC, la masse de l'électron fois la vitesse de la lumière, fois A, fois la variation avec la position. C'est un opérateur. À partir de là, à partir de ça, on peut prendre un état n donné de l'atome, un état stationnaire, donc soit l'état de base, soit un état excité quelconque,
Et on peut appliquer la théorie des perturbations et calculer le coefficient, l'amplitude pour passer au premier ordre, pour passer dans un état K. Et on obtient une relation assez compliquée, à nouveau je ne vais pas vous décrire. L'important dans cette relation, c'est qu'elle est toujours très proche de zéro, sauf lorsque EK, l'énergie du deuxième état, est environ égale à l'énergie de l'état dont on part, En, plus ou moins H bar oméga. Oméga étant la fréquence de l'onde. Et on calcule une probabilité par transition, une probabilité de transition par unité de temps qui est égale à 4 pi carré E carré sur M carré C carré oméga nk, qui est la fréquence correspondant à l'énergie de transition entre N et K, fois I oméga Kn, l'intensité de l'onde électromagnétique dans cette bande de fréquence, fois un terme au carré, une intégrale qui fait intervenir la fonction d'onde de l'état K, exponentielle IKR, fois, alors je l'écris en notation normale, c'est-à-dire nabla A, c'est-à-dire la variation en fonction de la position, mais dans une direction A bien précise, qui est la direction de propagation de l'onde. Donc la variation dans la direction de propagation de l'onde de UN, fois bien sûr d cube R. Donc la fonction d'onde de l'état de départ. Et ceci permet de calculer les probabilités de transition pour différents états. Ce n'est plus que du pur calcul. Alors, cette situation peut s'interpréter comme le fait qu'il y a une certaine énergie qui sépare les deux états, qui correspond à une fréquence, oméga Kn, et il y a émission ou absorption d'un quantum du champ électromagnétique égal à H bar oméga. Donc, en passant d'un état à l'autre, on a émission ou absorption d'un quantum d'énergie du électromagnétique, d'énergie identique à ce qui sépare les deux états. Et ce quantum d'énergie du champ électromagnétique est bien entendu appelé un photon. Notons qu'on obtient la même probabilité de transition dans les deux sens, dans un sens absorption ou émission, les deux étant toujours proportionnels à l'intensité de l'onde électromagnétique. Pour une absorption, ça paraît logique. On a une certaine onde électromagnétique qui passe, un certain quantum est absorbé, et la probabilité est d'autant plus grande que l'onde est intense. Mais ici, on a la même chose pour l'émission. C'est-à-dire que l'émission de l'électron est proportionnelle à cette onde électromagnétique. On parle d'émission induite. Une émission qui est induite par le champ électromagnétique appliqué. Alors, en général, la longueur d'onde électromagnétique est très grande par rapport aux dimensions de l'atome. Donc, par rapport à l'étalement de la fonction d'onde. Ce qui veut dire qu'elle ne varie quasiment pas sur cette distance, et au niveau de l'atome, l'exponentielle ici peut être posée égale à 1. Ce qui simplifie les calculs, bien entendu. On obtient 4 pi carré E carré sur H bar carré C fois I oméga Kn
fois l'amplitude entre les états K et N de RA, c'est-à-dire de l'opérateur position dans la direction de propagation de l'onde. Alors, au carré. Alors, il y a encore une simplification supplémentaire possible, c'est dans le cas où le potentiel V est à symétrie sphérique. À ce moment-là, on montre qu'on peut remplacer ceci par K, R, N, au carré, et on divise par un tiers. Donc, on divise par un, donc, est équivalent à un tiers de ceci. Où R est l'opérateur position plus traditionnel. Et ça, c'est une opération que l'on effectue couramment sur les fonctions d'onde. Donc, le calcul devient beaucoup plus simple. Notons que ce terme est non nul dans les cas que l'on appelle transition dipolaire. En fait, dans les détails du calcul, on constate que ça revient à avoir un champ électrique en moyenne le long de la direction de propagation de l'onde électromagnétique. Donc, on a l'existence d'un dipôle électrique. Dans le cas où cette valeur est nulle, on obtient une probabilité égale à 0. On n'a ni absorption, ni émission. On parle là de transition interdite. En réalité, on a fait une approximation, on a posé l'exponentielle égale à 1. Si on développe cette exponentielle en 1 plus un terme fois KR, plus un terme fois KR carré, etc. On peut aussi travailler avec d'autres développements plus adaptés au calcul. Alors oui, le terme 1 donne 0, mais ces termes-là ne s'annulent pas, ils ne s'annulent pas nécessairement, et on parle de transition quadrupolaire, hexapolaire, etc. Et l'intensité est proportionnelle, par exemple pour ce terme-là, à 1 sur KR, et comme on élève au carré, c'est 1 sur KR carré. Ce terme est en général très petit, donc la transition est beaucoup moins probable. Et c'est pour ça qu'on parle de transition interdite, la raie spectroscopique correspondant à cette transition étant très faiblement lumineuse. Il existe encore un cas plus strict, c'est le cas où les fonctions d'onde de départ et d'arrivée sont à symétrie sphérique. C'est le cas si on passe d'une transition d'un état 1S à un état 2S, par exemple. Dans ce cas-là, on peut vérifier ici facilement que cette intégrale doit donner 0. En effet, UK par rapport à la direction de propagation de l'onde électromagnétique, la fonction UK étant sphérique, elle est à symétrie sphérique, elle est paire par rapport à cette direction, de même UN. De même, l'exponentielle, on montre facilement qu'elle est paire, et la variation le long de cette direction est impaire, puisqu'elle varie dans un sens jusqu'au centre, et puis dans l'autre sens de l'autre côté. Donc, elle s'inverse. Et la fonction d'onde, la variation est donc impaire. Et l'intégrale sur toute la sphère d'une fonction impaire donne 0. Donc, cette fois, plus question d'approximation de l'exponentielle. C'est l'intégrale elle-même qui est nulle, strictement nulle. Et on parle de transition strictement interdite. Alors, on peut faire appel à la théorie des perturbations, parce que nous avons fait des calculs au premier ordre. On peut se demander qu'advient-il au second ordre. Au second ordre, cette intégrale, cette formule ne va pas nécessairement s'annuler, même dans le cas sphérique. De plus, il y a même des termes qu'on a négligés ici, que je vous ai dit qu'on négligeait les termes les plus petits. Au second ordre, on ne peut pas les négliger, et ces termes apportent des contributions.
Mais on peut montrer, alors là, pas dans le cadre de cette théorie-ci, mais quand on fait appel à la théorie quantique des champs, l'électrodynamique quantique, on peut montrer que cette transition du second ordre correspond à l'absorption ou à l'émission simultanée de deux photons. Et les probabilités trouvées sont extrêmement faibles, et pour cause. On comprend qu'absorber en même temps deux photons ou émettre en même temps deux photons est beaucoup plus improbable. Donc on est un grand facteur pour le calcul des probabilités sont extrêmement petites et c'est tout à fait normal. Les probabilités sont infimes. D'où le terme de transition strictement interdite parce que cette fois sur un spectre, la raie elle n'est pas faible, on ne la voit pas, tout simplement, la raie est absente. Notons que ce fut d'ailleurs un problème dans la vieille théorie quantique, la théorie de Bohr. Ils calculèrent les spectres des atomes et constatèrent que parfois les raies étaient plus intenses, parfois moins intenses, et parfois elles manquaient. Et c'était un des problèmes de l'ancienne théorie, c'était de savoir comment calculer les intensités des raies lumineuses et pourquoi certaines étaient absentes. Eh bien, nous avons là l'explication avec la théorie quantique complète. On peut comprendre, expliquer l'intensité des raies qui est proportionnelle à la probabilité de transition et on sait pourquoi il y a des raies qui sont interdites ou strictement interdites. Voilà, alors ça c'est pour l'absorption et l'émission induite par une onde électromagnétique. Mais nous savons qu'un atome dans un état excité va au bout d'un certain temps retomber dans son état de base en émettant un photon. Et ça, nous ne l'avons pas ici. Donc, c'est ce que nous allons approfondir dans la prochaine vidéo. Nous allons étudier l'émission spontanée. Je vous remercie.